Voilà, je crois que la classe est rangée. Madame la Présidente, c'est à vous. Presque. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse ce matin ici à Saint-Main-le-Grand. Monsieur le maire de Saint-Main-le-Grand, cher Pierre Guiton, monsieur le président de Saint-Main-Montauban Communauté, cher monsieur Pierre Chevrel, Philippe, pardon, et en plus c'est écrit Philippe. Voilà, bon, ça c'est fait maintenant. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur Jean-Luc Chenu, merci de votre présence à nouveau à nos côtés pour cette assemblée générale. Monsieur le premier vice-président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, monsieur Jean-Marie Beignet, fidèle à nos assemblées générales, merci beaucoup. Alors, madame la sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Anne-Sophie Patru, va nous rejoindre tout à l'heure, vers 10h. Monsieur le sénateur du Morbihan, Yves Blunven, est finalement excusé à un empêchement de dernière minute. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, conseillers régionaux, je ne sais pas si la région est représentée, je ne crois pas. Marielle Muret-Baudouin, présidente de l'AMF 35, je ne l'ai pas vue. Elle doit arriver, hein, ouais. Mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents d'intercommunalité, mesdames et messieurs les maires, adjoints et élus municipaux, mesdames et messieurs les administratrices et administrateurs de l'ARIC, les membres du comité de rédaction de la lettre de l'ARIC que vous recevez, les formateurs et intervenants. Et je salue avec toute mon amitié les présidents de l'ARIC, anciens présidents, qui, comme moi, ont eu à cœur, dans leur parcours d'engagement local, de présider avec passion, je les regarde, là, je les ai repérés, avec passion cette association qu'est l'ARIC. Alors Sébastien Couépel, président fondateur, que je ne présente plus et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver, soit lors de l'Assemblée Générale, mais aussi à Andelle. Voilà, c'est toujours un plaisir. Alors, je crois que Christian Urvois devait être présent, je ne l'ai pas vu. Il va peut-être arriver. Jo Lelez. Jo, je te vois là. Merci, Jo. Et Luc Foucault, mon prédécesseur. Donc, merci vraiment à vous d'être toujours aussi fidèles à l'ARIC. Mesdames et messieurs les représentants des structures partenaires de l'ARIC, la Banque des Territoires, représentée ce jour par son directeur, monsieur Hurlin. Alors, vous êtes un partenaire incontournable des collectivités territoriales, mais vous l'êtes également pour l'ARIC depuis déjà quelques années avec un soutien financier qui est à la fois historique et en plus revu à la hausse, je le dis d'ores et déjà en introduction, revu à la hausse pour cette année pour nous permettre de déployer nos nouveaux supports de communication pour le nouveau mandat. Donc merci à vous. Je salue aussi le CNFPT, sa directrice régionale, Madame Borde Courtivron, que j'ai vue tout à l'heure. Le CNFPT, comme vous le savez, qui organise la formation, alors non pas des élus, mais des agents territoriaux. J'ai le plaisir d'être la déléguée régionale depuis quelques mois, depuis que Johan Nedelec a été élu président national du CNFPT. Merci également aux 4 AMF bretonnes, les 4 centres de gestion bretons. Je salue le directeur du CDG du Morbihan, Philippe Cruard, présent ce matin. Nous avons tous ensemble des collaborations actives, CNFPT, AMF, CDG et ARIC. Ensemble, nous contribuons à perfectionner l'action publique locale en accompagnant le binôme élu-agent, qui est un binôme stratégique qui a besoin d'écoute, de clarté, de confiance et d'accompagnement. Merci Monsieur le maire de nous accueillir à Saint-Main-le-Grand, très heureuse d'être sur ce territoire de Saint-Main-Montauban Communauté. La première AG en physique, puisque la toute première était en visio en 2020, mais la première en physique était à Iffendic, au lac de Tremelin. Donc depuis, on a voyagé un petit peu sur tous les départements, donc on peut dire que la boucle est bouclée en revenant cette année en Ille-et-Vilaine. Donc, Monsieur Guiton, merci de nous accueillir et je vous laisse la parole pour nous présenter votre commune. On a la même couleur. Je la mets en dessous comme ça. Voilà. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Donc, très heureux de vous accueillir, donc, mesdames et messieurs les élus en vos titres et fonctions. Alors, je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Maur-le-Grand. Je remercie Bernard Piévache, qui a conseillé la commune de Saint-Maur-le-Grand pour l'organisation de l'Assemblée générale de la RIC. À 5 mois des élections municipales, le thème « S'engager aujourd'hui pour agir demain » prend tout son sens. La RIC joue un rôle central pour soutenir, former et accompagner les élus bretons. Bon, je vais vous parler un petit peu de ma commune, de notre charmante ville, qui a eu l'honneur d'accueillir le 12 juillet dernier une étape du Tour de France. Nous avons accueilli entre 25 et 30 000 personnes. Pour une petite commune comme la nôtre, c'était très important. Alors, l'origine de Saint-Maur remonte au VIe siècle. Alors, bien souvent, votre GPS, il dit Saint-Méen. Alors, nous, on dit Saint-Maur tout court, parce que sur le premier E, il y a un petit accent. Alors, donc c'est un moine, Méen, né en 540 en Angleterre, qui a donné son nom à notre ville. Alors, Méen était un disciple de Samson, qui a fondé l'évêché de Dol de Bretagne. Donc, Samson fait partie des 7 saints fondateurs de Bretagne. Alors, vous imaginez, ils ont traversé la Manche vers 548 dans le but d'évangéliser la Bretagne. Alors, c'est lors d'une visite au comte Véroc de Vannes, qui régnait en maître sur la région, donc si on est au VIe siècle, que Méen fait une halte dans la région. Au cours de cette halte, Méen fait la connaissance d'un riche paysan qui s'appelait Cadouan, qui l'invite à s'installer dans la région. Donc Samson donne son accord, et c'est au cours de la construction d'un oratoire que l'eau va à manquer, un peu comme aujourd'hui. Mais Méen frappa le sol de son bâton, l'eau jaillit. C'était miraculeux. Une source abondante, douée de la vertu de délivrer d'une maladie que les grands volantistes appellent le mal de Saint-Maur. Saint-Maur devint un lieu de pèlerinage. Les gens qui venaient en pèlerinage à Saint-Maur faisaient une halte à Rennes, dans un hôtel qui est devenu l'hôtel Guillaume Régnier, qu'on appelle le Petit Saint-Maur. Aujourd'hui, Saint-Maur, c'est une ville de 4800 habitants. Alors, vous imaginez une ville de 4800 habitants qui a reçu entre 25 et 30 000 personnes, c'était pas rien. Alors, au carrefour des 3 départements, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Côte-d'Armor. Je dis souvent qu'on se trouve au carrefour de... Si on prend 100 km, on va à Carré, on va à Vitré, on va à Saint-Malo et on va à Vannes. Donc, Saint-Maur accueille chaque jour près de 1800 élèves. Ces entreprises, les Salaisons Celtiques, qu'on appelle aujourd'hui Monique Ranou, le groupe Théo, les transports Piron. Le premier employeur de la ville, c'est l'hôpital local. Plus de 220 agents. Notre patrimoine est riche et varié. L'abbatiale de Saint-Maur-le-Grand, ce monument emblématique avec ses fresques remarquables du XIVe et XVIe siècle, témoigne de la richesse de notre passé. C'est un lieu incontournable pour nos visiteurs. L'abbatiale a fêté ses 1000 ans en 2024. Saint-Maur et ses hommes célèbres. Saint-Maur également fier de ses enfants illustres. Louison Bobet. C'est un peu grâce à lui que nous avons eu cette étape du Tour de France. Il est né le 12 mars 1925, 1925-2025. Nous avons fêté le centenaire de sa naissance. Célèbre champion cycliste, il a marqué l'histoire du sport en remportant 3 Tours de France, 53, 54, 55, champion du monde en 54, plus de 127 victoires à son actif. Son élégance et sa détermination ont fait de lui une légende. L'espace scénographique Tous à vélo lui rend hommage. Théodore Botrel, dont nous avons une fresque dans la salle au-dessus,
Ce barde breton, né à Dinan, a passé une partie de son enfance à Saint-Main-le-Grand. Il a écrit plus de 400 chansons, dont la plus connue, La Pimpolaise. Il a écrit 40 pièces de théâtre. Le révérend Père Janvier, une figure respectée dont le nom est associé à plusieurs lieux de notre commune, la rue Révérend Père Janvier, où se situe le centre Botrel, et la médiathèque. Des généraux, Général Lemoine, Général Grosbon. Nous avons également une chapelle, la chapelle Saint-Joseph, qui est une nécropole propriété de la commune, ce qui est rare aujourd'hui d'avoir des nécropoles propriété de commune. 28 soldats y sont enterrés, 18 soldats de 14-18, 7 soldats de 39-45 et 3 soldats d'Indochine. Donc Saint-Main-le-Grand est bien plus qu'une ville, c'est un lieu où l'histoire et la culture se rencontrent pour offrir un cadre de vie unique. Nous sommes fiers de notre héritage et continuerons à le préserver tout en regardant vers l'avenir avec ambition et détermination. Je vous remercie de votre attention et vous invite à découvrir notre belle ville. Merci. J'invite le président du conseil départemental à prendre la parole. Je tenais à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre présence, mais aussi pour votre soutien à l'ARIC. Je sais que le contexte financier des conseils départementaux n'est pas simple, mais pour autant, vous avez maintenu le soutien financier à l'ARIC et je tiens sincèrement à vous remercier. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le maire de Saint-Médard, Mesdames et Messieurs les élus des communes, alors je vais dire de la Bretagne administrative, pour ne pas ouvrir de débats qui peuvent être nourris et qui ont peut-être encore de longues années devant eux pour se structurer, Monsieur le directeur de la Banque des Territoires, je vais adresser des salutations particulières à Michel Morin. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand il était directeur du centre départemental de gestion d'Ille-et-Vilaine, à l'époque j'étais directeur général des services de la mairie du Reux. J'ai 22 années d'état de service en fonctionnaire territorial et je pense qu'on a gardé cette relation et je fais le lien du coup avec cet engagement aussi dans des fonctions municipales parce que il se trouve que depuis le début de cette année je ne suis plus élu municipal mais je l'ai été 30 ans et je pense que ça me donne connaissance, une culture des problématiques municipales qui est sans doute essentielle dans l'exercice aussi de mes responsabilités départementales et d'autant plus que, ce qui n'est pas très commun, je l'exerçais avec différentes fonctions, dans 2 communes différentes déjà. C'est pas conseiller municipal d'une commune de 700 habitants pour mon tout premier mandat, puis maire d'une petite ville qui tangente les 10 000 habitants, aujourd'hui l'Heureux, et après, ayant cessé d'être maire, je suis resté conseiller municipal de cette commune pendant 10 ans, et je peux dire que je n'ai pas manqué plus d'une séance par an. Bon, c'est un score, je pense, honorable, parce qu'il a pu arriver que parfois j'ai quelques autres impératifs, mais ce lien, je pense qu'il est indéfectible et il permet d'entretenir la connaissance de la proximité. Et puis, dans l'exercice de mes fonctions, bien, les vendredis, les samedis, ce sont des présences sur le terrain. J'étais à Saint-Médard, Monsieur le maire, il n'y a pas très longtemps, une belle inauguration, un équipement structurant, un pôle de santé, je l'ai dit, le plus important que j'ai eu l'occasion d'inaugurer depuis une dizaine d'années de présidence. Et je pense que c'est aussi ce lien, cette interaction eh bien, qui est essentielle parce que le département est très souvent est le premier partenaire des collectivités municipales, des intercommunalités aussi sur d'autres sujets. Et il est vrai que si on fait démarrer la rentrée au 25 août, ce qui était le cas de beaucoup quand on rentre de la période de nos propres congés, c'est important quand même de se préserver quelques semaines de congés au creux de la période estivale. Bien, j'avais fait le bilan la semaine dernière, en 6 semaines, 25 inaugurations d'équipements publics auxquels j'ai pu participer, mais j'ai délégué à des collègues aussi. Ludovic Colombel, il est dans la salle, il siège régulièrement à vos côtés, parce que eh bien, parfois, sauf à utiliser un hologramme, je ne maîtrise pas encore bien cette technologie, il faut se répartir, et je dis cela pour parfois montrer le décalage qu'il peut y avoir entre la morosité générale
ambiante et ce sentiment un petit peu de désespérance, parfois d'abandon, et finalement quand même, eh bien, ce que l'on arrive à faire ensemble entre la mobilisation des élus municipaux, les relais avec leur communauté, le soutien du conseil départemental, de l'État sur un certain nombre de projets aussi, eh bien, je crois qu'il faut quand même continuer de porter cela. Et je me représenterai pas pour un mandat municipal, hein, c'est pas une surprise, mais un certain nombre d'entre vous probablement. D'autres prendront la décision d'arrêter parce que le moment peut être venu d'aspirer aussi à faire autre chose, et je pense que ça se comprend d'autant plus que incontestablement la charge mentale ne va pas en diminuant, parce que il y a la charge opérationnelle, mais la charge mentale c'est encore autre chose. C'est parfois le sentiment, eh bien, chaque jour de devoir, comme Sisyphe, remonter la pierre on l'a remontée le soir, et le lendemain il faut recommencer parce que on a mis une rustine ici et c'est de l'autre côté qu'une nouvelle brèche vient de s'ouvrir. Et quand on ouvre, comme je le fais tous les jours, le registre du courrier, on se demande ce qu'on va trouver. Alors il y a des jours, quand on a une lettre de remerciement et tout, on a presque envie de l'encadrer parce qu'on se dit quand même, il y en a. Mais à côté de ça, ben voilà, y compris parfois des personnes, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'on a pu leur faire. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une lettre d'ailleurs qui me disait ce n'est pas une lettre anonyme, mais on ne peut pas vous dire qui on est. Bon. Et on me pose des questions très précises sur ce que je compte faire pour régler des problèmes de nuisance sonore. Je suis bien démuni, comme je ne sais pas où ça se passe et à qui j'ai affaire. Et ce que je crains, c'est que ces personnes se plaignent de ne pas avoir eu de réponse. Donc vous voyez, mais ça, c'est des choses que vous vivez et que vous partagez aussi. Ça, c'est dans la rubrique « Écrivez au président » quand on sort notre nouveau livre. Et à chaque publication, je reçois entre 80 et 100 lettres de toute nature. Alors, beaucoup sont... il y a des gens qui expriment des désaccords de façon pas toujours très nuancée, ça peut arriver, mais il y a aussi... Et souvent, je vois aussi cette méconnaissance où on pense que le président du département, c'est le chef des maires. Pas du tout, vous le savez bien. Et que du coup, ils se sont adressés aux maires, ils n'ont pas obtenu gain de cause pour mettre un panneau de sens interdit, faire tailler la haie du voisin. On écrit au président en disant, vous allez ramener monsieur le maire ou madame la maire à la raison. Je leur explique. C'est pas comme ça que ça marche, et je fais toujours copie de ma réponse à l'élu concerné, systématiquement pour que le lien se fasse et qu'on ne se trouve pas décroisé. Donc voilà des réalités, je pense, qui correspondent à nos quotidiens. Et puis effectivement, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, dans un contexte d'une extrême difficulté, et malheureusement, les indications qu'on nous annonce pour les semaines et les mois à venir ne sont pas, on va pas dire... rassurante. Et parfois quand même, j'ai passé la journée de mercredi dans des instances nationales, j'ai notamment pu rencontrer le conseiller du Premier ministre pour les territoires, monsieur Gouron, donc quelqu'un qui a été directeur général des collectivités locales, directeur général de l'agence de cohésion des territoires, donc qui connaît bien son sujet. Mais je lui disais fin du mois de août, donc c'est tout récent, vous lisez sans doute Maire Info, un gros titre là, la situation des départements va encore se dégrader. Et la Direction générale des comptes publics et la Direction générale des collectivités locales, qui sont les deux instances qui suivent, annonçaient qu'il était probable que pour la première fois de l'histoire des collectivités, le total de l'épargne nette des 102 départements soit négatif. Elle était de 7,8 milliards en 2022. Elle pourrait être négative. Alors, il y aura 10 ou 15 départements, je ne vais pas donner tous les noms, mais les Hauts-de-Seine ne sont pas encore dans le besoin. Les Alpes-Maritimes, c'est encore plutôt bien. Mais le total général des 102 pourrait être négatif. Alors on se dit que quand on voit ça, ça doit imposer un certain nombre de mesures de bon sens. Première disposition qu'on regarde dans le DILICO, alors le nom est joli, hein, DILICO, dispositif de lissage conjoncturel, c'est presque doux à l'oreille, DILICO, mais quand on voit ce que c'est pas du tout ça. C'est un prélèvement automatique sur ressources. Eh bien, ce qui est projeté, c'est que le prélèvement qui était pour les départements de 200 millions l'année dernière passe à 300. On se dit, comment est-il possible que les mêmes qui écrivent une note pour dire qu'il n'y aura plus d'épargne nette envisagent un dispositif où on prélèverait 300 sur le déficit. À un moment donné, bon, alors on me dit, le débat ne fait que commencer. Bon, tant mieux.
on n'en est pas à la conclusion, mais quand même, quoi, que l'on se dise à un moment donné qu'il faut regarder les choses, parce que vous le savez, moi j'avais la rencontre des maires d'Ille-et-Vilaine, on en fait 2 par an, des fois 3 si les circonstances l'exigent, à chaque fois on a à peu près une centaine de maires qui sont présents ou représentés, et puis les maires ont beaucoup de choses le samedi matin aussi, c'est les jours, il y a des fois des mariages, il y a beaucoup d'animations, d'événements dans les communes, mais je leur montrais que dans notre budget départemental, et c'est le cas de beaucoup de départements, 1/3 de nos investissements sont faits pour le compte des communes et des intercos. 1/3. Les 2 autres tiers, ce sont nos propres investissements, les CEDAS, les collèges, les infrastructures, les centres d'exploitation routière, les SDIS en Ille-et-Vilaine. Le département paye la totalité des investissements immobiliers. Eh bien, 1/3, ça veut dire aussi que 1/3 des emprunts que l'on fait sont faits pour le compte des communes. Parce qu'ils ne sont pas affectés, on n'emprunte pas opération par opération, on fait des emprunts d'équilibre 2 fois dans l'année, et que donc derrière le coût direct des subventions qu'on apporte, il y a aussi 1/3 des frais financiers générés par la dette que l'on prend pour apporter cela. Et nous le savons, nous allons devoir réduire nos propres investissements de 35 à 40% en 2 ans. Pour rester, parce que vous le compreniez parfaitement, quand il n'y a plus d'épargne. Ben, ça voudrait dire que la quasi-totalité de l'investissement soit financée par emprunt. Un peu de FCTVA, un peu de subvention, mais sinon c'est de l'emprunt. Donc là, on arrive dans un système extrêmement compliqué parce que c'est ce que j'ai redit à Paris. J'y retourne la semaine prochaine, du coup j'ai gagné le droit de revenir en 2e semaine. Là, ce sera devant la mission relations avec les collectivités locales de l'Assemblée nationale, mais de bien mesurer quand même qu'il ne faut pas confondre des mesures de rigueur et d'austérité, et que si l'on tombe dans des mesures excessivement drastiques, les effets collatéraux en chaîne vont être terribles. Parce que notre premier enjeu cette année pour nous, c'était de rester en épargne positive, on va y arriver, mais maintenant, c'est l'investissement qui va être fortement impacté, parce que nous n'avons plus de réserve, et c'est le cas, 65 départements vont être en situation qualifiée de difficile par la Cour des comptes quand on a moins de 7% d'épargne brute. Au moins 65 départements sur le territoire national. Donc, quand on regarde un peu le montage des financements qui se déploient dans les territoires, on voit souvent si, quand on apporte 5%, mais c'est rare, le projet peut se faire sans nous. Soit on le décale un peu, la commune emprunte un peu plus, elle décale dans le temps de 6 mois pour avoir un meilleur autofinancement. Mais quand on est sur ce que je constate le plus souvent, à 20%, 35%, 40%, j'ai vu des fois, pas très longtemps, une maison pluridisciplinaire de santé, on apportait 55% du plan de financement. Et bien là, très clairement, c'est des projets qui ne se feront pas. S'ils ne se font pas, les effets sur l'activité du bâtiment, des travaux publics, parce que nous, même à l'échelle du département, nos grands projets, c'est pas Bouygues, Eiffage ou Vinci qui les font. C'est pas encore assez gros ce qu'on fait pour les intéresser. Donc, ça veut dire que c'est de l'emploi local, des filières entières, leurs fédérations sont très inquiètes, donc je pense qu'il faut qu'on porte collectivement, parce que parfois on se dit, chacun revendique pour sa catégorie de collectivité, mais c'est toute la chaîne qui peut s'enrayer si on n'arrive pas à maintenir cela. Alors, les formations dans tout ça, bien, ça permet aussi de mieux comprendre les mécanismes de base, les équilibres, le fonctionnement, l'investissement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un qui me disait « mais si vous baissez l'investissement, vous pourrez nous donner plus de subventions ». Non, ça n'a rien à voir. Ça ne se finance pas de la même façon, vous le savez bien. Nous, on n'a pas le droit de financer le fonctionnement par des emprunts. Vous non plus. Donc on commence par cela. Donc la bonne compréhension de la chaîne de financement de l'action publique, c'est des éléments importants. La compréhension des mécanismes, des temporalités, c'est aussi important. Donc nous avons, malgré la difficulté, vous avez bien voulu le souligner, Madame la Présidente, et je vous en remercie, décidé de continuer d'accompagner la RIC comme nous le faisions par le passé, parce que je pense que là, vraiment, cet enjeu, et puis surtout à un moment où on arrive, où les besoins vont être conséquents, parce qu'il y aura un taux de renouvellement. On souhaite bien sûr qu'il y ait autant de vocations que de postes à pourvoir, au moins, parce que c'est pas toujours gagné. Moi, je rencontre actuellement beaucoup de maires qui ont vraiment, certains 5 mandats, 4 mandats, ils dépassent, ils disent la santé, ils commencent à être fatigués, et ils sont en train de se dire il va peut-être encore falloir alors que leur volonté c'est d'arrêter. Mais ils me disent
à quelques mois, il ne voit pas poindre. Et puis il dit en plus, si moi j'arrête, eh ben, tous mes adjoints arrêtent. Bon, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc là, on peut avoir des ruptures démocratiques. Et on a vu parfois des communes qui, comme on dit, étaient bien tenues, qui partent à volo, vraiment à volo, parce que ceux qui arrivent au commandes, en fait, bon, comme on dit, c'est des disous, mais pas vraiment des faisous, quoi. Et au bout de 6 mois, ils commencent à se dire que c'est bien compliqué tout ça et qu'il va falloir simplifier. Et puis après, ben, ils feront certains un peu n'importe quoi. Et puis c'est le préfet qui les rappelle à l'ordre, voir la chambre régionale des comptes. Donc là, il y a un vrai enjeu démocratique parce que quand même, ce qui continue de mieux, je pense, fonctionner dans notre territoire, c'est l'impulsion des collectivités locales, l'échelon de proximité. Donc vraiment, formulons ce premier vœu qu'il y ait autant de candidats que de besoins pour assurer cette continuité et qu'ils aient les moyens immédiatement d'être accompagnés, de se former. C'est l'une de vos missions et puis je crois depuis 1971, donc elle est inscrite dans le temps, dans la durée et dans la compétence aussi. Donc on a bien sûr plaisir à continuer de vous accompagner. Je me rappelle parfaitement, la dernière fois j'étais à vos côtés, c'était à IFINDI qu'on avait le cadre de l'étang de Tremelin et vous aviez mobilisé un dessinateur. Et ce dessinateur m'avait caricaturé avec une canne à pêche à la main, et parce que comme il sait que je suis de la commune de Fins, là je vais être chauvin, monsieur le maire, mais c'est le plus grand étang d'Ille-et-Vilaine, c'est à Fins. Alors, c'est l'étang de Boulay, et on me faisait dire que ça mordait beaucoup moins à Tremelin qu'à l'étang de Fins. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue aussi le soutien financier maintenu du Conseil départemental des Côtes-d'Armor aussi. Vous remercierez votre Président. J'aurais aimé adresser les mêmes remerciements au Conseil départemental du Morbihan, mais ce n'est pas le cas puisqu'ils ont supprimé leur subvention. Donc voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, bienvenue à tous à cette Assemblée générale. Comme les années précédentes, nous commencerons par un temps institutionnel incontournable, avec la présentation du rapport d'activité et du bilan financier qui seront portés à plusieurs voix avec mes collègues du bureau de l'ARIC. Puis nous aurons le plaisir d'écouter l'intervention de notre partenaire privilégié, la Banque des Territoires, dont la prise de parole l'an dernier à Séné avait été particulièrement remarquée. Alors je suis certaine qu'il en sera de la même manière aujourd'hui. Je ne veux pas vous mettre la pression, hein, monsieur. Mais voilà, on avait eu de très bons retours, en tout cas l'année dernière, sur ce qu'est la Banque des Territoires et ce soutien aux collectivités. Donc merci à vous. Donc après une petite pause, nous ouvrirons un temps d'échange autour d'un thème central que nous avions là tout à l'heure affiché, s'engager aujourd'hui pour agir demain. À la veille des élections municipales, beaucoup s'interrogent. Comment susciter l'engagement? Comment le faire vivre tout au long du mandat? Et pourquoi pas l'amplifier? Nous aurons, pour en discuter, une très belle table ronde, dans tous les sens du terme. Belle d'abord par la qualité de nos intervenantes, véritable incarnation de l'engagement local et national, puisque nous aurons aussi Madame la Sénatrice. Et oui, une table ronde 100% féminine, mais c'est pour toutes ces fois où les tribunes sont exclusivement masculines. Alors, je ne vais pas passer pour la féministe, hein, c'était pas un souhait parce qu'en plus mes collègues du conseil d'administration savent qu'on fait toujours très attention à ce qu'il y ait une représentation territoriale, donc là c'est le cas. Les 4 départements sont représentés, on essaye aussi de faire attention aux sensibilités politiques quand elles sont connues, et on essaye aussi toujours de faire attention à la parité. Là pour le coup, voilà. Merci d'avance à ces 4 intervenantes. Donc nous poursuivrons ensuite avec une intervention qui nous fera prendre un peu de hauteur avec Christian Lebart, je ne sais pas où est elle là-bas. Merci beaucoup, professeur de sciences politiques à Sciences Po Rennes, qui nous parlera de la politique à l'envers. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire l'honneur de votre présence ce matin. Et enfin, bien entendu, la parole vous sera donnée tout au long de la matinée avec plusieurs temps d'échange. Alors pour respecter le timing, je ne m'attarderai pas trop, même si j'ai déjà dépassé mon temps, mais je souhaite tout de même partager avec vous quelques mots personnels qui serviront un peu de bilan moral. Alors, c'est toujours avec une immense fierté que j'introduis cette Assemblée Générale en tant que présidente de l'ARIC, une fierté qui ne se limite pas à ce moment annuel, mais qui m'habite tout au long de l'année.
Car l'ARIC, c'est un acteur régional, reconnu et unique en son genre. C'est aussi une équipe formidable que je tiens à remercier sincèrement pour son engagement et son professionnalisme. Travailler à vos côtés, c'est un vrai plaisir constant, donc merci à vous. Mais c'est aussi un bonheur de sillonner la Bretagne, d'aller à la rencontre des élus, des agents, aux profils variés, et de porter cette conviction profonde que la formation des élus est essentielle. Alors durant ce mandat, j'y ai consacré un petit peu de temps, mais surtout toute ma conviction, mon expérience. Et il faut dire que les contextes n'ont pas manqué de rappeler combien la formation est cruciale. Les crises successives que les élus ont dû affronter, les évolutions réglementaires, alors en urbanisme, en assainissement, mais bien d'autres, qui complexifient réellement la conduite des projets. Et bien sûr, un contexte budgétaire tendu et des exigences managériales de plus en plus fortes. Aujourd'hui, les élus doivent être à la fois agiles, techniques, bienveillants et innovants. Un véritable défi et une raison de plus pour se former. Finalement, ce n'est pas tant moi qui accompagne l'ARIC, mais je dirais que c'est plutôt l'ARIC qui m'accompagne. Quel que soit le lieu, le thème, le format, qu'il s'agisse d'une réunion, d'un colloque, d'une conférence, la formation des élus revient systématiquement dans les échanges. Encore récemment, on m'a rapporté, je regarde le directeur du CDG du Morbihan, qu'au Congrès national des directeurs des centres de gestion à Oulgat, dans le Calvados, il me semble, il m'a été rapporté que l'ARIC a été cité en exemple. Alors c'est une vraie reconnaissance. La formation des élus est vue comme un enjeu stratégique, une clé de réussite des projets, un levier de qualité dans la relation entre les élus et les agents. Donc en tant que présidente de l'ARIC, c'est effectivement très satisfaisant. Mais j'avoue quand même que parfois un certain découragement me gagne. Car malgré ce discours partagé partout, j'ai le sentiment que nous ne nous donnons pas les moyens de nos ambitions. Nous avons en Bretagne un modèle associatif unique en France, souvent mis en avant, une équipe entièrement mobilisée au service des collectivités, et pourtant, les élus sont encore trop peu nombreux à s'en saisir. Alors, l'activité de l'ARIC est très cyclique. Un fort engouement en début de mandat, ça a été le cas en 2020-2021. Un ralentissement au milieu, c'est normal, ça peut s'entendre. Et puis une reprise attendue en fin de mandat. Mais cette fois, pour ce mandat-ci, la reprise ne vient pas. Donc comme nous pourrons le constater tout à l'heure, la chute d'activité, elle est nette et le rebond espéré tarde à se manifester. Il y a donc vraiment un écart criant entre ce que nous entendons partout dans les discours sur l'importance de la formation et ce que nous observons dans les faits. Alors oui, peut-être qu'il y a aussi davantage de concurrence aujourd'hui que ce qu'il y avait, n'est-ce pas Sébastien, au moment de la création de l'ARIC. Mais soyons honnêtes, les entreprises privées qui ont cru à un moment donné qu'il y avait là un marché florissant sur la formation des élus, elles ont quand même vite déchanté face à cette réalité que finalement les élus se forment trop peu. Il y a pourtant un vrai potentiel. Rien qu'en Bretagne, il y a 26 000 élus à peu près en Bretagne. Donc il y a un réel potentiel, il y a de la place pour tout le monde. Je ne parle pas d'une exclusivité de l'ARIC, je parle du constat que, globalement, d'une manière générale, les élus se forment très peu. Donc tout cela pour vous dire, mais c'est aussi pour vous préparer en douceur au bilan d'activité et au bilan financier, que je constate quand même une vraie incohérence entre les paroles et les actes. Et c'est cette incohérence que nous devons collectivement interroger, comprendre et surtout dépasser. Car former les élus, ce n'est pas un luxe, c'est une condition indispensable à la réussite de leurs projets, au bon fonctionnement des équipes et à la vitalité de notre démocratie locale. C'est donc avec cette conviction profonde que depuis 18 mois, avec le conseil d'administration, nous préparons le prochain mandat afin d'accueillir au mieux les élus qui poursuivront leur engagement en 2026 et celles et ceux qui le débuteront. Donc nous allons tout à l'heure vous présenter le fruit de nos travaux dans quelques minutes. La matinée donc promet donc d'être très enrichissante et je cède enfin
la parole à notre animateur préféré, Jean-Michel Pavio. Merci beaucoup. Merci bien.